Du coup, on n'a pas fait de off, on est Ouais, directement dans le vif du sujet. Tu reviens de Los Angeles, Julien. ouais, Il faut que tu nous racontes parce que je pense qu'il y a quand même deux trucs. Un truc académique qui est assez incroyable ouais, et quand même, tu es allé chez Marc Bell. Il faut que tu nous dises comment ça s'est passé. ouais. On va commencer avec ça. Donc j'arrive à Los Angeles. Donc, je vais parler de tout ça pour l'étude avec UCLA, donc tout le côté académique. Et donc, 2 jours après, on a pris la voiture, on est allé jusqu'à Sacramento. Donc, c'était 6 heures, tu sais, sur l'autoroute tout droit. Ouh. Non, Ouais, mais c'était bien parce que il fait Janina, chaud. elle n'avait jamais vu les États. Tu sais, elle est allée aux États-Unis, à Los Angeles 3 fois, donc elle connaît pas les États-Unis. Donc, tout d'un coup, de voir, tu Hmm. sais, Elle a juste vu le rester pendant centre-ville en 6 heures. fait. Ouais, et puis tu sais, tu passes devant tous les trucs d'amande, parce que c'est la Californie du Nord qui produit le plus d'amandes et de choses comme Ok. ça. Et donc, tu vois, tu sais, tu passes devant les champs comme ça, qui sont des kilomètres. Ouais. Euh, c'est quoi? C'est À un arbre? l'échelle américaine, quoi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, et tu sais, on passe devant des vaches, mais c'est une ferme, il y a ah non, 2 000 à 3 000 vaches au moins, tu vois ce Ah que ok. je veux dire? Un truc comme ça. Ouais, Enfin, le d'accord. truc américain, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et elle Mhm. regarde en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était assez marrant, quoi. Ouais. L'échelle aux États-Unis, on ne comprend pas. Tu vois ce que je veux dire? En parlant de ça, Bah, Los Angeles, Sacramento, tu vois ce que je veux dire? C'est 6 pas si heures. loin que ça, et c'est 6 heures de voiture, Et quoi. c'est pas si loin, c'est ça. Comme quand les gars disent ouais, on va aller faire une soirée à Las Vegas, on y va, 4 heures de route. Ah ok, normal. Ouais, Ouais, c'est normal. pas vraiment comme chez nous, Ouais, quoi. on va à San Diego, c'est 1 heure et demie. Ouais, on va prendre le café, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ouais. c'est ça. Ah, Donc bref. t'arrives chez donc Sacramento, t'arrives chez Marc Bell. Donc pour ceux qui savent pas, c'est quand même un très très gros podcast dans le fitness, hein. C'est Ouais. vraiment un À des l'heure plus actuelle, c'est connus. le numéro un. Au niveau fitness, c'est le numéro un. Ok. Si on parle biohacking, c'est là où on va avec les Uberman, les gens comme ça. Mais au Ouais. niveau fitness, c'est Mark Bell le numéro un. Excellent. Et Et il est donc, ancien powerlifter pro, donc c'est aussi quelqu'un qui a du savoir, quoi. bah, dis, c'était le premier strength coach de CrossFit. Tu te souviens? Ah non, Ah ouais, ouais. c'était lui? Donc, tu sais, Louis Simmons arrive. Donc, Dan John, euh, starting strength, comment il Ouais, s'appelle? ouais. Je Il y sais a plus. d'abord il y a Dan John et après c'est l'autre de Starling. Pardon, j'oublie son nom. Je suis comme d'habitude avec les noms. Donc Starling Strength et de là il passe sur Louis Simmons. Et donc Louis Ok. Simmons d'abord envoie Dave Tate pendant 2 3 mois et il passe donc tout ce qui est CrossFit à Mark Bell. Donc Mark Bell était le premier strength coach, tu sais, conjugate system de Ouais, ouais, tout à CrossFit. fait. Ouais. Donc Ah, c'est ok, là où il a commencé excellent. vraiment à monter. Et à l'époque, il est un powerlifter pur West Side, quoi. Ouais, ok. Et donc de là, il commence à développer tout son truc. Il a commencé à entraîner aussi Stan Efferding, s'entraîner Ouais, avec lui, donc qui est devenu champion du monde à 125 kilos. Et donc il a continué à monter comme ça. Et donc il arrête avec CrossFit, mais il a continué son truc. Et donc il a commencé une podcast il y a quelques années, qui est maintenant le podcast numéro un aux, ouais. États-Unis. Mais Même tout court, je pense, hein, en fitness. Je pense ouais, qu'il est vraiment et numéro un c'était tout lui court. et son partenaire qui Enzima, le non, non, black qui non, est non, bien avec. avant, qui a épousé Ah, Kathy Hogan. Comment elle s'appelait? ok, Bref, les noms. Bref, tout ok. ça, c'est OG CrossFit, tu sais, de Ouais, old school, c'est 2000. vraiment Quand ça. est-ce qu'il est arrivé? Louis Simmons est arrivé, je crois, en 2009 ou 2010, un truc comme ça. Donc, c'est Ouais, c'est OG ça. CrossFit, quoi. Ouais. Mhm. Et du coup, juste, enfin voilà, ça intéressera ceux que ça intéresse, mais moi j'ai envie de savoir, euh, c'est quand même un très gros podcast. Au niveau de la Ouais. production, etc., c'est des moyens incroyables ou Non, c'est ça pareil que va? toi. Ok. Pareil. C'est un gars, deux caméras, rock'n'roll, quoi. Ouais, 3 caméras, un gars derrière. Ouais, Maintenant, ouais, tu sais, ils ont fait vraiment. Donc, en vérité, c'est exactement ce que tu as. Tu as une pièce, toutes les ouais, un petit caméras, le studio. son est correct, tout est bien fait, et voilà. Excellent. Et il y a un Après, c'est plus producteur qui social t'appelle, media. qui prend un peu quand même savoir comment ça va se passer. J'imagine que c'est pas Marc Bell qui t'appelle directement Non, avant de c'est démarrer. un de ces internes qui m'a appelé pour me poser Hmm. des questions sur est-ce qu'il y a des choses dont tu veux pas parler, des trucs comme ça. C'est très, très américain, quoi. Très Ouais, bien organisé. sûr. C'est un Ok. business. Ouais. C'est pas des copains qui arrivent et qui font une podcast. C'est pas ça aux Non, mais à mon États-Unis. avis, les marques qui veulent passer là-bas, elles payent pas 200-300 euros. À mon avis, ça doit être quelques milliers à chaque épisode, hein. C'est très américain. C'est ça que les Français,
je parlais de ça avec Janina parce qu'elle a réalisé un truc quand elle était là-bas, c'est qu'elle dit, ah oui, ok, donc on ne comprend pas les Américains. C'est-à-dire que les Européens ne comprennent pas la machine de marketing des États-Unis, la puissance de la machine américaine. Ouais. Les Européens pensent qu'ils comprennent, mais ils ne comprennent pas. Les Américains vendraient de la glace aux Esquimaux. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont le petit doigt et ils vont créer une main entière, quoi. Alors qu'ils ont que le petit doigt. Tu vois ce que je veux dire? Donc, parce qu'il y a une puissance au niveau du marketing derrière, tout ce qui est entertainment, qui est difficile d'expliquer. Et qui est vraiment culturel, hein. C'est-à-dire que tu sens que quand ils transmettent un message, comme je dis toujours, par exemple, la nuance ne fait pas partie de la chose, quoi. C'est-à-dire que tu dis, moi, c'est comme ça, mon message, c'est ça, et alors je vais te le faire, te le vendre, ouais, voilà. Et d'ailleurs, c'est un des différents que j'ai eu avec CrossFit dès le début, qui était, tu sais, par exemple, overhead squat, là, on montre les aisselles. Eh ben, on montre les aisselles parce que c'est plus facile à coacher, tout le monde montre les aisselles, et voilà. Et après, tu dis, oui, mais peut-être que pour certains, c'est pas ça qu'il faut faire, et, tu vois. Mais non, en fait, c'est go, on vend ça, tu vois. Et tous les Européens, quand on dit quelque chose, il y a toujours, tu sais, quelque chose en dessous, une nuance, un deuxième degré. On dit ça, mais en vérité, on veut dire ça. C'est comme l'humour français, tu sais, qui est très, pas sec, mais tu sais, on aime bien charrier en même temps. Donc, il y a toujours, même quand on fait des plaisanteries, il y a quand même toujours, tu sais, un truc un peu méchant derrière. Et si c'est pas méchant, c'est pas marrant, tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc il n'y a rien de ça là-bas. Ça ne marche pas comme ça, il y a un truc. Et donc, si on veut plus de gens, montrer les aisselles, ça marche mieux, donc on va dire ça. Ah oui, c'est ça, indépendamment de si on pense que c'est vraiment la vérité, on va le vendre comme ça. Ça n'a aucune importance. Et donc, il y a tout un truc par rapport à ça. Tout est une question de… Vente, c'est presque un gros mot. Tout est une question d'entertainment, quoi. C'est pas autre chose, tu vois, c'est tout. Parce que c'est ça qui vend en vérité. Donc, même le sexe, c'est entertainment. Même les relations humaines, c'est entertainment maintenant. Tout est entertainment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est pas, je te le vends, mais je vais quand même te convaincre de l'acheter avec tout ce show américain, quoi. Parce que ça marche mieux? Ouais, bien sûr, indiscutablement. Pourquoi ça marche, Hyrox? Pourquoi ça marche? Parce qu'il vous donne ce que vous voulez, pas ce dont vous avez besoin, mais ce que vous voulez faire. Parce que qui veut faire Hélène à fond, quoi? Personne. Donc, Hyrox, 30 minutes, c'est pas aussi dur. Oui, mais je fais plus, donc ça va mieux marcher. Non, vous êtes juste en train d'essayer de vous convaincre parce que vous n'avez pas envie de le faire, vous n'avez pas envie de vous entraîner dur. Personne ne veut faire des intervalles de rowing, de rameur, parce que c'est une galère. Qui veut faire un 2000 mètres à fond? C'est l'enfer. C'est l'enfer, le rameur, c'est l'enfer. C'est le truc qui va te faire le plus mal mentalement possible, c'est ça, quoi. C'est le 2000 mètres au rameur, quoi. Ça, et burn the question. Au moins, burn the question, c'est court. Le rameur, c'est 6 minutes et demie si t'es au niveau mondial. C'est ça. Et ça va faire très mal. Ouais. Et c'est très long. Hein. Très long, cette distance. 7 minutes? Dans la tête, c'est à fond? Oh, je suis d'accord. Personne ne veut faire ça. Donc, c'est le côté, mais Hyrox, regarde, j'ai couru, puis c'était Murph au départ. C'est les hero workouts avec CrossFit. Où c'est 40 minutes, où c'est, tu sais, au moins 30 minutes. Oui, mais regarde, j'ai fait 1 millier de reps. Oui, alors. Si je vais marcher, je peux faire 10 000 reps. Tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que ça te fait progresser? C'est toujours ça la question. C'est toujours la question, quoi. Donc, j'ai l'impression que le problème qu'on a, c'est qu'on se retrouve face à du coup toute une génération qui a été très influencée par la culture américaine, comme la mienne par exemple, qui maintenant veut ce genre de réponse, veut donnez-moi ce que je veux et pas ce dont j'ai besoin. La difficulté, c'est que ce soit pour l'entraînement physique ou moi je coach beaucoup dans l'alimentation, voilà, j'ai encore eu le cas récemment avec une personne qui tourne autour de ce qu'il lui faut parce qu'elle ne veut pas la solution. En fait, la solution, elle l'a déjà, mais elle la refuse. C'est incroyable. C'est-à-dire que cette fille a mangé pendant 3 jours exactement ce qu'il fallait pour des raisons. Voilà. Elle me dit, je me suis jamais senti aussi bien, j'ai le ventre parfaitement plat, je n'ai plus d'inflammation, blablabla, blablabla. Parfait. Fais ça. Et elle me dit, ah non, c'est trop dur. Ok. Non, alors, ne le fais pas. Par exemple, je vais faire une podcast aujourd'hui en anglais et je voulais le faire sur Elden Ring par rapport exactement à ce que tu viens d'expliquer. Donc, on va voir pourquoi je dis ça. Elden Ring vient juste de sortir avec le DLC. Tu sais, c'est un truc extra. Ok, c'est un module en plus, quoi. Un module en plus, quoi. Il est très, très dur. En vérité, il n'est pas si dur que ça, mais la moitié de la communauté a pété les plombs et a commencé à dire c'est trop dur, c'est pas juste.
machin et trucs. Pourtant, les gens qui jouent à Elden Ring sont déjà habitués. C'est Ouais, difficile. Tout le monde... Enfin, moi, je connais pas le jeu, mais tu as quand même été clair sur le fait que c'était très dur. c'est très dur. Mais, et c'est ça le truc, il y a tout un écosystème qui s'est créé par rapport à Elden Ring. Tu vois ça sur YouTube et qui est très intéressant parce que et c'est exactement le problème du DLC. Le DLC, c'est simple. Tu arrives là, il faut que tu travailles sur la défense. C'est-à-dire que tu as une armure plus grosse, plus dure, tu travailles sur la Ok. défense, tu as un bouclier et tu apprends à jouer d'une manière défensive. Tu vois les ouvertures, tu apprends le boss qui est très Elden Ring. Il faut apprendre, tu sais, les boss et tout ça. Mais si tu n'as pas une bonne défense, tu vas te faire éclater à chaque fois parce que ils bougent non-stop et tout ça. Si tu comprends le système, c'est pas si dur que ça. Mais les gens refusent. Pourquoi? Parce que Elden Ring est sorti il y a 2 ans. Et pendant 2 ans, la communauté d'Elden Ring a créé une chose. Ce qu'ils appellent cheese the boss. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont leur buff, tu sais, les potions, les magies, les trucs comme ça, de manière à devenir le plus fort possible. Et il y a certaines combinaisons qui, en vérité, te rendent Ok. Un peu 600% plus invincible. fort. Tu vois ce que j'ai? Ouais, Ouais. presque Ouais. invincible, quoi. Et donc, ils Ouais. arrivent, ils éclatent le boss en 20 secondes, yeah, et tout le monde applaudit. Et, et donc, Qu'est-ce que tu as appris? et donc, la leçon de ça, c'est quoi? C'est exactement ça qu'on est en train de faire avec le sport et la nutrition et tout ça. C'est-à-dire, c'est cheese the boss. Trouvez le truc qui vous permettait de prendre du muscle, perdre de la graisse. Le truc. Le problème, c'est que quand tu prends, parce que tout ça, on revient sur tout ce qui est entertainment. YouTube, Ah, complètement. tout le podcast, tout l'entraînement maintenant, hein, et ça, c'est CrossFit, ils sont tombés là-dessus aussi, est basé sur entertainment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. dès que tu vois du coaching online, c'est entertainment. CrossFit, c'est 30 minutes avec 12 mouvements. Pourquoi? Parce que tu reviens, t'es arrivé à la gym. Oh, je vais faire regarde là, ce workout, c'est 30 minutes, c'est 12 mouvements, c'est 500 000 reps. Yeah! Et donc, c'est très, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ce que je voulais. Tu veux pas les progrès, tu veux pas t'entraîner, tu voulais faire quelque chose de physique différent de ton boulot. Et un truc extraordinaire parce que ta vie est très normale. C'est pas autre chose, quoi. Et donc, il voulait ça avec Elden Ring aussi. Donc, il voulait arriver, éclater le boss. Donc, mais ça ne marche que si tout le monde derrière a galéré. Parce que si tout le Bien monde sûr. peut cartonner le boss, ça n'a aucun intérêt. Ouais, et puis si je comprends bien ce que tu me dis, c'est qu'il a fallu des gens qui trouvent ces fameux cheats, ces fameuses combinaisons. Donc ces gens-là, ils ont dû bosser comme des cons. Et c'est ça que les gens veulent en vérité. Ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde galère. Il y a un mec qui trouve le truc, il leur donne à eux, et comme ça, ils sont meilleurs que tout le monde. Ok. Maintenant, tu arrives à la DLC, et ben, tu penses bien que les Miyazaki et tout ça, ils ont compris le truc. Donc, ils disent, non, on va pas jouer comme ça. Maintenant, on va apprendre à jouer correctement. C'est-à-dire défensif, le bouclier, apprendre le boss et tout ça. Donc, le problème avec le cheese de boss, quand tu prends le truc du mec, c'est que tu n'apprends jamais à jouer le jeu. Et donc, dès qu'il change quelque chose, il n'y a plus personne. Tandis que tous les mecs qu'ils ont appris avant, ils sont arrivés sur le DLC, en 2 jours, ils ont compris. Oui, bien sûr, parce qu'ils avaient acquis les fondamentaux nécessaires. Moi, je l'ai battu le DLC sans problème. Parce que tout de suite, je me suis dit, ah ouais, ok, ça va pas marcher. Donc, j'ai regardé tu sais, les weapons, les armes qu'ils avaient. Les armes, ouais. Au moins, ils ont construit le truc, défensif, parce que tu te fais cartonner dès le départ, tu te dis, ok, il bouge trop vite, quoi. Il bouge trop vite, ok, défense. Et de là, tu commences à jouer correctement. Le premier truc, j'ai fait avec ce qu'ils appellent le Mimicter. Le deuxième, je l'ai passé. Maintenant, j'ai compris sans problème. Parce que j'ai appris à jouer le jeu. Mais donc ça demande du travail. Tu as des mois, des semaines, peu importe, d'efforts à apprendre le jeu, voir comment ça marche. Maintenant, quand tu arrives et tu prends le truc du mec qui t'a donné le machin, tu n'as jamais appris le jeu, tu ne peux faire que ce boss-là. Dès que tu dois en sortir, tu es niqué. Ouais, donc je trouve que le très bon exemple pour ça, c'est par exemple le deadlift, sur lequel tu dois faire tout le travail d'oblique opener, engagement des abdos, engagement du pivot de la hanche, engagement des fessiers, etc. Ce qui veut dire que maintenant, quand tu as appris ça, et d'ailleurs c'est ce que nous on enseigne constamment ici, tu peux aller à un déménagement et te retrouver dans une position de merde avec ta machine à laver. Une Who pierre, cares? Tu vas quand même, et tu vas y arriver en fait, et parce que tu sauras quoi faire. Si maintenant on te dit juste, ok, fais le deadlift et cheat code, redresse la poitrine, go. Le jour où tu es avec une machine à laver, bon courage. Hein. Je peux te dire, en plus, ça va plus que ça. Ça va parce pas le que faire. Dès que tu n'es pas bon pour le conventionnel, on te passe sur le sumo. Ouais. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Ouais. Et donc, c'est de manière à soulever. Oui, mais regarde, conventionnel, je fais ça. Sumo, je fais ça plus 10%. Oh, sumo, ok. Mais donc, tu as toujours un dos qui
qui est faible. Et donc, à un moment donné à un autre, tout ce moment, il va se bloquer aussi. Et comme tu le dis, si tu dois prendre une machine à laver, tu es niqué. Un exemple, j'avais un mec, j'étais à Wadapalooza, donc à Miami. Le mec, il arrive, il avait un clean and jerk à 400 pounds, 180 kilos. Wow. Donc, Ok. tu vois ce que je veux dire, le mec costaud et tout ça. Donc, vraiment, 180 kilos, c'est haut, quoi. Il pouvait pas faire un sac de sable à 110 kilos. Oh. Pourtant, là, au niveau pourcentage, il devrait y arriver. Il est arrivé ici, bloqué. Ouais, parce que c'est push-press, mais d'une certaine manière, c'est. Ouais, parce que le jerk, il n'y a eu aucun transfert, quoi. Ouais. Il n'y a eu aucun transfert. Pousser, ouais. Tandis que moi, je suis arrivé sur une, Axel, et j'ai fait 150, qui n'est pas 180, mais au moins, j'avais, un transfert, parce que je ne suis pas capable d'arriver à 180. Ça serait des années de technique. Tout ce qui est overhead, moi, je ne suis pas très fort. Donc, mais je suis quand même arrivé à 145 ou 150, tu vois ce que je veux dire. Mais en push-jerk, vraiment pas bon et tout ça, mais enfin, j'ai quand même la force suffisante. Pourquoi ? Parce que j'avais un sac de sable à 110. Ouais, c'est ça, le socle. D'où on en revient toujours à cette fameuse pyramide S qui hante nos vies. Qu'est-ce que c'est la base de la pyramide S ? C'est la défense à Elden Ring, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça le truc, c'est pas autre chose. La fondation. Donc, les gens ne veulent pas faire le travail requis. Ah, c'est pas marrant. Donc, c'est pas, il y a plus d'entertainment. C'est plus, mais c'est pas ça le but. Bien sûr, tu vas t'amuser en jouant. Mais en vérité, le but de Elden Ring, c'est quoi ? C'est que le boss, tu perds 12 fois, t'apprends, la 13e fois, tu gagnes et tu dis, tu vois ce que je veux dire ? T'es fier de toi parce que tu as appris. Ah ouais, c'est clair. Tu as vraiment gagné ici. C'est clair. La stratégie, apprendre la patience, de pas être greedy, tu vois ce que je veux dire. Il y a toute une patience à apprendre, une stratégie, et ça, bienvenue à la vie en général, quoi. C'est ça, tu sais, j'ai vu récemment ce truc-là avec les petits enfants, où en fait, on a toujours envie de faire tout à leur place parce que ça va beaucoup plus vite. Et en fait, c'est cette idée de dire non, tu prends la patience, de le laisser galérer, et tu lui dis, ok, essaye comme ça, essaye comme ça, essaye comme ceci, et même trouve par toi-même. C'est ça. Et si la 6e fois tu galères, je vais venir t'aider, ok. Mais au moins, cherche par toi-même, fais l'effort. Et l'idée, c'est que, par contre, la fierté de l'enfant, quand après la 6e fois il a réussi, c'est incroyable, incroyable. C'est comme tu dis, la leçon est gravée maintenant. Exactement. Alors toute cette longue discussion pour vous expliquer que on peut faire 110 kilos, être un strongman et être un gros nerd à la fois. Hein, Monsieur Pinault. Et... Franchement, c'est trop marrant. Et la deuxième chose, c'est que maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir à comment on change ça. Si moi, j'ai 38 ans bientôt, j'ai appris à mes dépens que je ne pouvais pas tout faire au talent parce qu'en fait, j'avais du talent. Moi. Et donc, le problème, c'est quand tu as du talent, tu penses que tout peut aller au talent. Et en fait, un jour, c'est fini parce que tu rencontres... En fait, par exemple, au basket, je l'ai vu, ou à l'école, tu tombes sur des gens qui non seulement ont ton talent, mais en plus sont travailleurs. Et là, tu te prends une... Ouais, et puis de toute façon, il y a toujours un mec qui a plus de talent que toi en parlant de ça. Donc... En plus, on est tout à fait d'accord. Et donc, du coup, je me dis, ok, mais imaginons que j'ai 38 ans et que j'ai pas eu toutes les claques que la vie m'a mises et qui, du coup, m'ont bien appris comment il fallait faire. Mais imaginons que je sois encore un peu avec cette mentalité de non, mais en fait, je veux ce que je veux et je veux pas ce dont j'ai besoin. Mais comment est-ce que je pourrais changer ça dans ma tête, activement ou par des actions ? Quelles actions est-ce que je pourrais faire ? Le problème, c'est de l'autre côté, c'est que déjà, il y a ce problème-là, mais il y a un problème qui, je pense, est plus grave et que maintenant, les réseaux sociaux te poussent vers tout ce qui est entertainment. C'est-à-dire que tout ce que tu fais doit être entertainment. Il n'y a plus de sport. Il n'y a que de l'entertainment maintenant. Regarde le basket. C'est dunks, c'est tous ces trucs-là, quoi. Regarde MMA, dès qu'ils sont trop au sol, on les remonte. On a changé la nature des choses avec les réseaux sociaux. Avec la télévision, bien évidemment, mais les réseaux sociaux ont amplifié ça à 100% en plus, quoi. Où tout est une question d'entertainment. Donc maintenant, le problème avec ça, c'est qu'il y a ils ont, conditionné l'esprit des gens même de ce côté-là. Donc il faut déjà réaliser que non, ce que vous allez faire aujourd'hui n'est pas censé être entertaining. Amusant, divertissant. Le bon mot exactement, c'est divertissant. Et ça ne doit pas te divertir. Divertissant, c'est parfait. Ça doit, parfois, c'est juste faire le travail. Le travail n'est pas de se divertir. Est-ce qu'on peut se divertir en s'entraînant ? Oui. Mais on ne peut pas s'entraîner pour se divertir. On peut le faire, mais donc on n'aura aucun résultat, rien. On n'aura pas de résultat, c'est ça.
c'est ça. Et donc, on va faire le bowling le samedi, on va aller, tirer, peu importe. Ouais, Mais donc, pourquoi pas? mais c'est pas autre chose. Et donc, l'entraînement physique devient simplement ça. Je viens pour me divertir. Ok, mais donc, on ne fait que ça. Et donc, c'est la podcast qu'on a, c'est pas pour ça. C'est pas simplement pour se divertir. Allez faire Hyrox, allez faire des conneries en vélo, mais imagine quelqu'un qui veut le faire du jiu-jitsu pour se divertir. Ouais, Bon ok, courage. mais donc ceinture blanche pendant 5 ans et se faire cartonner à chaque fois. Imagine quelqu'un qui veut faire de la boxe thaï pour se divertir. Ok, mais donc tu vas te faire taper dessus pendant les 2 prochains sans jamais vraiment essayer de. Tu vois ce que je veux dire? Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un cours de kickboxing qui est, tu sais, du cardio kickboxing, qui est une complete bullshit où les mecs ils tapent sur des sacs de sable, et ils mettent de la musique et ils s'amusent à faire ça. Ok, mais c'est pas de la boxe, on est bien d'accord. Donc il faut arrêter avec ce côté se divertir en permanence, quoi. Et ça, honnêtement, ça va être une guerre à cause des réseaux sociaux, surtout avec les nouvelles générations qui montent. Il va falloir commencer là. Et donc, pourquoi je vais faire la podcast en anglais aujourd'hui là-dessus? C'est à cause de mes clients, comme toi, mes one-on-one, et leur dire, OK, donc par exemple, j'ai une cliente, elle est française, donc elle écoute ça. Ce qu'elle faisait avant, c'est le typique CrossFit maintenant, quoi. Et je lui ai dit, OK, donc tu veux faire du CrossFit, voilà. Tu vas faire Hélène, tu vas faire Cindy, tu vas faire, tu sais, le old school. Et de là, je veux 3 fois 500 mètres au rameur, je veux 3 fois 400 mètres en course. Je veux, avec 3 minutes de repos, et on va voir le résultat sur le 3e. Et on va voir au niveau ton niveau physique, de condition physique, on va le voir à ce moment-là. Personne ne veut entendre, mais les intervalles de 500 mètres en rameur, c'est comme ça que tu as une condition physique énorme. Essaye de faire 3 fois 400 mètres en course avec 3 minutes de repos entre chaque course. Les gens vont se dire, oh, c'est rien ça. OK, faites-le et vous devez faire les 300-400 mètres en dessous d'1 minute et demie. Le 3e. C'est horrible. Essayez de faire le 3e en dessous d'1 minute et demie et vous allez voir que ça va vous prendre 3 heures pour récupérer, quoi. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai fait des intervalles 500 mètres au rameur, c'est ignoble, c'est ignoble. Le 3e, t'as les larmes aux yeux, quoi. Franchement, c'est l'enfer. Et alors, par contre, tu mets ça dans ta ça dure 6 minutes, mais ton entraînement est fini. 3 fois 400 mètres aujourd'hui, tu dirais, c'est pour ça que je te paye. Je vais pas te payer $100 ou $500 par mois pour que tu me donnes 3 fois 400 mètres en course. On a besoin de faire du. Alors, je t'avoue qu'ici, nous, à CrossFit Recon, on a vraiment une politique là-dessus qui est très claire. C'est que on met des workouts entertaining, mais c'est la minorité. La majorité, c'est faire le travail. Demain, c'est 30 hang clean, 30 burpees, 3 tours. Ça, par exemple, c'est horrible. C'est horrible. Extension de hanche, flexion de hanche. Et en plus, ça va très vite. C'est vraiment très dynamique comme workout. Donc, ça veut dire que tu es parti pour 6 à 8 minutes d'enfer. Pour moi, je te le dis tout de suite. Mais ouais. Non, on est d'accord. Mais c'est pas 30 minutes, quoi. Tu vois, c'est quelque chose qui va être vraiment vite plié. Et l'idée, c'est que ce genre de workout, ou comme tu le dis, le 3 fois 500 mètres, on leur impose. Et en fait, comme c'est dès le début, ceux qui découvrent, pour eux, c'est normal quelque part. Tu vois, c'est comme ceux qui apprennent Elden Ring sans les codes, etc. Donc, voilà ta réponse. Tu joues ou tu joues pas, quoi. Mais donc là, voilà ta réponse. C'est-à-dire que quand tu as des clients dès le départ, c'est OK, on va faire les choses comme ça. Dis-moi tout de suite si, et bien sûr, les gens vont dire oui, bien sûr. Mais en vérité, au bout de 2 mois, ils vont abandonner parce qu'ils disent oh non, c'est pas marrant, j'ai pas envie de faire ça. Elle est là. Donc, c'est pas tes clients. Revenez quand vous êtes prêts, c'est tout. Mais maintenant, pour moi, la solution, c'est Elden Ring. Alors, tu proposes une. Pas, mais je vais pas changer qui je suis. C'est exactement ça. Je vais t'éclater. En fait, c'est une très bonne remarque. Et c'est ta faute à toi que tu peux pas jouer. C'est pas Miyazaki, c'est toi qui est pas bon. En fait, tu vois, tu me fais réfléchir parce que très souvent, avec les personnes comme ça, j'ai un instinct où dès la première séance ou la deuxième parfois, je sens que ça ne va pas aller. Je sens. Mais tu sais comme on est, on a envie d'aider. On a envie de, allez, ça va aller, ça va se débloquer. Business aussi. Tu as quelqu'un qui arrive, tu vas pas leur dire, allez vous faire foutre. Oh, un nouveau client, cool. Parce que business, parce qu'on veut aider, c'est nouveau. Allez, on y va. C'est vrai. Et non.
Et à l'inverse, tu as la personne où tu sens tout de suite qu'elle est prête à faire le travail et tu sais que ça va être dur, tu sais que ça va être long, mais tu sais que tu vas y arriver. Et ils vont avoir les résultats. Tu sais que cette personne-là, dans 3 mois, ils ont les résultats tout de suite. Ouais. Tu le sais Mais déjà. c'est sûr. Mais le truc pour moi, c'est que maintenant, c'est Elden Ring, quoi. Ouais. Je change plus les choses pour les rendre plus, tu sais, divertissantes ou trucs comme ça. Non. Je fais les choses C'est comme ça. apprendre ou à Par laisser, contre, ça quoi. marche. Mais on va bosser sur la défense d'abord, quoi. D'abord. Ouais. Alors, question, donc sous-question. Rickson Gracie était fameux pour sa défense. Ouais. C'est ça qu'il Et il a enseignait cartonné d'abord. tout le monde. Défense d'abord. Personne, les gens ne comprennent pas. Ils voient Jiu-Jitsu, ils voient clé de bras, des trucs comme ça. Rickson Gracie, c'était la défense d'abord. Du coup, je me pose une question par rapport à l'entertainment. La question est-ce que ce serait intéressant d'amener du coup de l'entertainment dans le travail, l'entraînement, etc. Ou est-ce qu'on, tu vois, sachant que c'est pas le but, mais que ça peut s'intégrer, ou alors est-ce qu'on dit non, il y a un moment donné où c'est full out work et full out entertainment. Est-ce que ou est-ce le problème, non, mais le problème c'est qu'ils ont déjà choisi de l'autre côté. Le problème, c'est que sur YouTube, 90% des gens, 95% des coachs de fitness sur YouTube ont choisi entertainment à 100%. Tu vois bien. Dis, regarde au powerlifting, on dit plus ou moins tous la même chose. Ouais. Et toujours en train de se cartonner, alors qu'en vérité, tout le monde dit la même chose. Parce que ça permet que les gens le cliquent et tout ça. Tu sais qui te dit les trucs les plus importants au niveau du powerlifting? Dave Tate. Elite FTS. À l'ancienne. Tu vas pour le powerlifting, tu vas sur Dave Tate, Elite FTS. Tu sais combien de subscribers il a sur son YouTube channel? 150 000. Oh, ok. Mais c'est rien en comparaison des autres. Non. C'est rien. Il y a des gonzesses qui ont 10 fois ça à montrer leur cul sur leur OnlyFans et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le fitness industry a déjà choisi. On va faire divertissant entertainment à fond. Donc, il n'y a qu'une réponse et nous, on est là pour bosser. Ok. Donc, ça, c'est notre réponse à nous. Et pour la personne qui veut intégrer ça, ça veut dire qu'elle doit se dire, OK, à ce moment-là, je travaille. Si ça m'amuse, tant mieux, mais ce n'est pas le but. Vous voulez des résultats ou vous amuser? Il va falloir choisir un ou l'autre, quoi. Pardon, mais il va falloir choisir. Et le côté oui, on peut faire les deux. Non, on ne peut pas faire les deux. On peut, de nouveau, s'amuser en s'entraînement, mais on ne peut pas s'entraîner pour s'amuser. C'est l'un ou l'autre. Arrêtez de chercher d'abord tout ce qui est divertissant, on va faire... Non, on va travailler, on va avoir des résultats. Une fois qu'on a des résultats, on peut commencer à parler après ça. Et pardon, mais pour la 99% des gens, tous les workouts en dessous de 10 minutes. Les 30-30 que tu fais pour try-on, ça va être quoi? Ça va être 12 minutes l'histoire. Voilà. Ouais, max. Ouais, c'est tout. Voilà, en dessous. Tout est en dessous de 12 minutes. C'est Hélène à fond. Dis, Hélène, c'est du cardio, hein, faut dire ce qui est quand même. Dis, c'est comme ça que j'ai construit mon 5K. C'est en faisant Hélène et les trucs comme ça, pas autre chose, quoi. Jamais. Ouais. Yeah, ok. Moi, j'aime garder une séance entertainment dans la semaine où je vais juste m'amuser, quoi. Je fais ce que j'ai envie de faire ce jour-là. Le reste du temps, voilà, aujourd'hui, j'ai fait des EMOM de 7 minutes sur les tractions avec le gilet. Donc, tu t'entraînes combien de fois par semaine? 5, 6? Ouais, à peu près, ouais. Donc, 5 ou 6, ouais. Une session sur 6, ok. Ouais. Ah oui, tout à fait, oui, c'est sûr. C'est ce que je veux dire. Le reste, on est là pour bosser, ouais. Et donc, 80-20, tu vois ce que je veux dire. Mais dès que tu commences à dire 80-20, les gens commencent à s'amuser et on revient 50-50. Ouais, 50-50, 40-60, allez, 25-75. Et on recommence. Toujours pareil. Donc, le problème aussi, c'est que on ne leur donne que ça maintenant. Oui, c'est ça aussi. Hein, c'est que le consommateur demande et nous, on donne. Donc forcément, tu vois, c'est comme avec la malbouffe. Les consommateurs demandent de la junk food, l'industrie le donne. Tu ne peux pas acheter quelque chose qui n'est pas à vendre. Ouais. Donc c'est ça le problème, c'est qu'ils sont... Pardon, mais il y en a énormément qui se sont vendus, quoi. Oui. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, Julien, à la décharge, honnêtement, la tentation est grande. Hein, parce que quand tu es dans ce milieu-là, tu sais ce que c'est. Tu gagnerais plus, ce serait plus facile de faire de l'entertainment et de vendre des programmes qui sont faciles. Vendez des glaces. Pardon? Vendez de la glace, c'est plus facile.
Ok. Allez Oui, mais vendre de la ok. glace. Mais on va continuer cette idée-là. Ok, donc la tentation est grande. Regarde ce qui arrive à Disney. La tentation était grande. Regarde ce qui Ouais, arrive à CrossFit. La tentation était grande. Regarde ce qui va arriver ouais, à Irox. La tentation était grande. On a parlé de ça au niveau du CrossFit il y a 8 ans dans notre premier podcast ensemble, où je ouais. disais, faites attention, on revient sur tout ce qui est bootcamp, on va perdre. 8 ans après, Mhm. mais par contre, la tentation était grande. Et 8 ans après, on a perdu CrossFit, qui était la chose la plus importante qui soit arrivée au niveau du fitness dans les 40 dernières années. Ouais. Est-ce que tu en as eu l'occasion d'en parler de ça chez Marc Bell? Ou c'était pas le sujet? Non, 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 non. Donc, on va revenir sur Mark Bell. Donc, j'arrive à Sacramento, donc je fais le podcast avec Mark Bell et on a parlé un peu de tout, un peu de lactate, un peu de. Je disais non, il n'y a pas de. Ça va cartonner parce Ouais. que j'ai dit il n'y a pas de Il n'y a lactique pas acide, d'acide il n'y a pas lactique. de anaerobic threshold, il n'y a rien de tout ça. Donc, ça va. Oh, yo. Ça va envoyer ça. Ouais, Je ouais. vais pas lire les commentaires, je vais le dire comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'imagine que je vais me faire cartonner. Mais bon, ça Tu sais quand aussi. ça sort? Hein? Non, je sais pas, Tu il sais- me l'a pas encore dit, quoi. Euh, Ok. mais tu sais, ils font toujours, généralement, ils font ça, quoi, 6-8 semaines avant, quoi. Donc, Oui, bien sûr, bien sûr. ils en ont toujours beaucoup, tu sais, qui sortent. Mais donc, on a parlé un peu de ça, on a parlé de Jiu-Jitsu, on a parlé aussi de Janina, énormément, parce que il est très, très impressionné avec ses résultats déjà, les trucs comme ça. Ils disent, mais bon, comment t'as fait? Donc, j'ai expliqué, tu sais, le S-pyramide, tous ces trucs-là. Ils avaient eu Oui, Richard avant. Et donc, ils oui. voulaient que j'explique un truc, ils voulaient que je parle d'émotion mapping. Et j'ai dit, non, c'est de la connerie. Donc, j'ai parlé un peu de tout en vérité. Mais après, on a parlé de sprint énormément. Parce que c'est un mec qui s'appelle Graham, qui est de Barefoot Sprinter sur Instagram, qui Oui. leur parlait de moi. Et donc, en vérité, c'est lui qui m'a invité avec cette podcast-là. Et donc, après, on a parlé. Pendant que je Ok. faisais le podcast, Janina s'est entraînée d'abord avec Graham et après avec eux, leur faire faire les sacs de sable, les trucs comme ça. Et ils Ok, comprenaient pas nice. comment elle était aussi forte, quoi. Et donc, on a parlé énormément de sprint, on a parlé énormément d'entraînement avec les sandbags, la structure, le S-pyramide, tous ces trucs-là. Mais donc, il veut l'envoyer à Las Vegas avec, tu sais, les powerlifters qui sont là-bas parce que, tu sais, comme elle est très belle en plus, ça marche Bien très bien. sûr, Donc, tous ces bien trucs-là, sûr. ils l'ont trouvé, mais ils comprenaient pas pourquoi elle était aussi forte en général. Donc, ce dont on parlait au départ, quoi. C'est genre, c'est pas simplement le sumo, c'est en général. Oui. C'est le sac de Oui, sable et elle peut quand même faire du son sprint en sac, même elle a temps. marché avec quoi? 130? 130, ouais, c'était 135. Alors, juste parce que les gens ne se rendent pas compte, 135, marcher avec, c'est déjà l'enfer, mais monter le sac de 135, Il est un peu alors qu'elle fait différent, 70 il est kilos, différent des miens, donc c'était plus oui, il facile est plus long, avec hein, les c'est miens, mais ça? quand même, ouais. Ils ont une, Ouais, mais, c'est beaucoup plus facile, ils sont ouais, mais différents. je l'ai vu monter quand même, Julien. Ouais. C'était pas facile. Tu vois ce que Non. je veux dire? Elle a montré vraiment que c'était de la force, Tu quoi. sais pourquoi le sandbag était là? Parce que personne n'arrivait à le bouger, personne voulait le bouger. Donc elle a dit ok, je vais nettoyer la salle. Donc elle l'a pris, elle a marché jusqu'au. Excellent. Ouais. Ok. Et donc, elle s'est entraînée à ce moment-là. Toi, tu as parlé donc du lactate. Tu as aussi eu la chance de parler un peu de ce que tu fais à UCLA, Oui, j'imagine? oui. J'ai parlé beaucoup d'anxiété, du UCLA et trucs comme ça aussi. Nice, Ouais. nice. Alors, du coup, justement, ça nous amène à ça. Ça avance Donc de ce côté? j'arrive à Los Angeles. En parlant de ça, à Coaches Week avant Los Angeles, c'était pas la meilleure idée au monde. Parce Oui, que donc pour ceux qui savent pas, en fait, donc Julien est parti, donc il a fait du lundi au jeudi la Coaches Week ici à CrossFit Recan. La prochaine sera en octobre à CrossFit Clapier près de Montpellier. Et à ce moment-là, si je me rappelle bien, le jeudi soir, tu es retourné dans la famille et puis le vendredi, tu prenais l'avion, c'est ça? vendredi, je prends l'avion. J'arrive samedi, dimanche, on commence. Ok, nice. Donc le dimanche, et donc on a fait 10 jours de calibrage pour l'étude en vérité. Donc on a eu un gamin autistique, une gamine, elle avait 17 ans, PTSD, donc PTSD. trauma. Et ce qu'on a fait en vérité, c'est aussi on a pris 10 coachs et on a fait tous les mouvements qu'on va utiliser donc pour l'étude. Et en vérité, l'étude est faite pour une nouvelle thérapie cognitive. Donc on a pris tous ces mouvements-là et on l'a fait pour tout ce qui est machine learning, pour enseigner à la machine les mouvements, l'amplitude du mouvement, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc il y avait une machine pour mesurer les mouvements au niveau du corps et une machine donc avec la caméra sur le visage, de manière à, en fonction du mouvement, pouvoir mesurer, tu sais, tout ce qui est ici. Donc c'est polyvagal theory. Donc c'est Ok. tout ce qui est parasympathique, sympathique.
la pupille, dilatation de la pupille, décoloration de la peau, Oui. HRV, 5 ou 6 trucs comme ça qu'on maintenant on peut faire avec une caméra. Et donc en parlant de ça, UCLA, Dr Nasser a créé tu sais la bague Oura là. Ouais. On a créé la nôtre à UCLA, donc ça va être assez cool. Non. Et on a même fait ça avec le EEG, tu sais, l'espèce de casque énorme qu'on se met comme ça. Ouais. Donc, on a mesuré les EEG pendant le Q-1 et pendant le cyclical squat avec la respiration. Sur eux, sur l'enfant anxieux et sur nous aussi autiste. Ouais. Et je l'ai fait avant, après le burn the question. Oh, ok. Et tu as vu la différence? Ok. Et tu as déjà des résultats ou c'est plus tard? On a des résultats sur nous. Par exemple, il me disait que c'était assez marrant. Tu sais, le casque et tout ça, et donc tu regardes une vidéo très violente où tu vois des voitures, un mec qui crie sur sa femme, des trucs comme ça, quoi. Et il m'a dit, t'as été le plus normal de tous. C'est-à-dire que j'ai aucune réaction. Un psychopathe, donc. Ou alors, on peut imaginer que par ta vie, tu as été aussi un peu plus habitué que la moyenne des gens. Entre le jiu-jitsu et burn the question, je leur disais par rapport au burn the question, ça fait rien du tout, quoi. La violence, c'est quelque chose qui se contrôle. C'est pas autre chose. Puis tu as été aussi confronté à la violence, faut être honnête. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tu as eu aussi. T'es pas né dans une bulle cage dorée. Enfin, tu vois, voilà, il y a eu un peu aussi ça qui s'est joué. Juste pour info, sur la chaîne de Strong Fit, tu as fait un podcast où tu racontes un peu ton histoire de vie. On peut quand même comprendre qu'il y a aussi un rapport à la violence qui est différent, quoi. Oui, mais c'est pour ça aussi que les gens pensent que je suis comme ça, j'ai toujours on s'en fout. Parce que comme je suis passé par la plupart des choses par lesquelles on peut passer, et j'en suis ressorti, et il y a un moment donné, et alors, vers l'avant, honnêtement, les gens qui regardent toujours vers l'arrière et qui ne peuvent pas en passer n'ont pas souffert assez, pardon. C'est vrai, si vous avez suffisamment souffert, il y a un moment donné où tu vas aller de l'avant, quoi. Le côté my trauma, tu sais, mon enfance, ton enfance, on va en parler. Mais crois-moi, pardon, mais vous n'avez pas souffert assez. Tu penses que c'est la seule justification pour laquelle les gens ne parviennent pas à move on, à avancer? C'est parce que, oui, le problème, c'est qu'il y a une violence dans le passé, mais il n'y a pas une violence qui arrive. C'est-à-dire que, par exemple, on part du pire cas possible, qui est, on va se faire abuser sexuellement. Ouais. Donc, pour les gens comprennent, à 8 ans, ça m'est arrivé 2 fois. Donc, ok, donc j'ai appris le jiu-jitsu. Le prochain mec qui arrive pour faire ça, ouais, tu es prêt. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, c'est plus possible parce que je suis un adulte. Mais en même temps, je regarde et je m'en souviens très bien parce que ces choses-là ne disparaissent jamais. Simplement, j'y pense plus. Et alors? Ouais. Il y a eu des femmes après lui qui ont fait plus ou moins la même chose. Tu vois, je me suis pas plaint à ce moment-là. Mais c'est vrai, quoi. Tu sais quand est-ce qu'en vérité, c'est sorti de ma tête quand j'ai fait du jujitsu? Parce que je me suis retrouvé dans des positions qui pourraient être extrêmement sexuelles. Et franchement, le sexe. C'est pas ça que tu penses. Non, alors là, t'as jamais pensé moins au sexe qu'à ce moment-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, là, c'est vraiment pas ce qui vient dans la tête, quoi. Il n'y a pas moyen. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, je me suis dit, donc quelqu'un peut te toucher dans des endroits bizarres et en vérité, ça n'a rien à voir avec le sexe. Une fois que j'ai compris ça, c'était fini. Ok. Parce que c'est une question de contexte. Okay. Oui, il m'a touché, mais les bonnes femmes aussi, et je continue à demander pour plus. Donc, c'est vraiment une question de contexte, quoi. Et avec le jiu-jitsu, il y a des mecs qui ont mis le genou, tu sais, dans les mauvais endroits, plus qu'une fois, quoi. Mais ça n'avait rien de sexuel. Donc, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? En vérité, de te rendre compte que si tu as une vie normale, pardon, pas dans l'Ouest, mais une vie normale, ouais. Et alors? Donc, pardon, mais et alors? L'idée, c'est quoi? C'est de dire que si tu dis qu'il n'y a pas assez de violence dans le futur, ça veut dire que si tu as été confronté à un ou des événements violents par le passé, c'est quoi? C'est le fait d'anticiper des événements violents dans la suite et de t'y préparer qui vont te faire avancer? Parce que t'en parles en permanence. Tu y penses en permanence. C'est-à-dire que l'idée que, en vérité, ce que les gens veulent, que ce ne se soit pas passé. Et exactement. ça, pardon, non.
Tu sais, Non. par exemple, ils te disent, il faut en parler du truc. Parler de quoi? Tu crois que je m'en souviens pas? Parler de quoi? Oui, mais ça t'est Ouais. arrivé, on est bien d'accord, et je m'en souviens très bien, et je l'ai pas bloqué, il n'y a pas besoin que je peux dire exactement ce qui s'est passé, même si c'était il y a plus de 40 ans, 39 ans, puisque j'avais 8 ans. Donc, tu vois ce que je veux dire? Parler de quoi? Parler de quoi? Oui, ça s'est passé, on est bien d'accord, je m'en souviens très bien, parler de quoi? Est-ce que ça a un intérêt d'en parler si Non, on l'a un peu, tu sais, si on l'a refoulé, les gens qui l'ont mais tu l'as pas bloqué? refoulé, tu t'en souviens très bien dès que tu le veux, crois-moi. J'ai parlé Tu penses à ça? énormément de gens qui se sont fait abuser sexuellement. En vérité, c'est Mhm, parce qu'il y a une charge émotionnelle par rapport à ça qui est tellement grande. La charge mhm. émotionnelle arrive parce que tu es assis et t'en parles en permanence. Si tu es busy, occupé à aller de l'avant des trucs et si ça peut t'arriver encore, crois-moi, tu vas regarder sur la prochaine fois. C'est pour ça que j'ai appris le jujitsu, tu vois ce que je veux dire? Et ok, allez, essayez encore, on va voir ce qui se passe, tu vois ce que je veux dire? Parce que maintenant que je sais que ça n'arrivera jamais plus, je me dis, OK, donc c'est passé, on va de l'avant, quoi. Par contre, si je me dis, oui, mais la prochaine fois, j'y Ouais. pense en permanence, tu vois ce que je Alors, veux dire? par rapport à ça, je pense que, enfin, c'est une question parce que moi, je suis passé par Mhm. d'autres difficultés, mais pas celle-là. Euh, Est-ce que pour une femme, c'est pas encore différent parce que le risque reste présent, Oh oui, toujours. physiquement? Mais donc, il faut apprendre à dealer. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois et comment est-ce qu'on change ça? Malheureusement, maintenant, on leur dit en permanence qu'elles sont victimes de la société, de la misogynie, des trucs comme ça. Donc, il y a une violence physique qui se fait par rapport à ça. Mais en même temps, une violence physique est plus simple à gérer qu'une violence émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a Hmm. des trucs à faire. On peut apprendre le jiu-jitsu, mais on peut aussi commencer à avoir tu sais, par rapport au niveau situationnel, là où on est, avec qui on est entouré, il faut faire attention à certaines choses. Oui, non, le monde n'est pas juste, et non, Non. le monde n'est pas doux et gentil. Le problème, il est là, c'est que à chaque fois qu'on dit, il faut avoir tu sais, le côté situationnel est très important. Les femmes devraient avoir le droit de pouvoir se balader le soir sans se faire attaquer. Oui, les hommes aussi, et ça arrive à tout le monde. Parce Hmm. qu'il y a des gens qui sont pas bons et qui attendent pour te cartonner avec un couteau. Oui, ça va arriver. Mhm. Je suis au Brésil, crois-moi, la plupart des coins au Brésil, non, tu peux pas te balader tout seul à 2 heures du matin. C'est Mhm. pire pour les femmes, évidemment, mais donc il y a un côté par rapport à ça, vous êtes plus faible physiquement, donc je vis dans un pays du tiers-monde, je vis au Brésil. Pardon, mais le côté on devra avoir le droit, ok, mais un droit n'existe que s'il y a quelqu'un pour le renforcer, une forcée, Ouais. le Ouais, ouais, renforcer, ouais, quoi. ouais, je comprends ce que tu dis. Ouais. Les droits n'existent que s'il y a quelqu'un pour les renforcer. Il n'y a Pour les, pas de ouais, pour les mettre en droit. application, ouais. Ouais. Il n'y Mhm. a pas de droit. Un droit n'existe pas. Ce qu'il y a, c'est quelqu'un qui est prêt à le renforcer, à le mettre en pratique. Sans la personne qui est là pour le mettre en pratique, les droits n'existent pas. Une gazelle n'a pas le droit de se balader sans un lion qui veut la bouffer. Non. Parce qu'il n'y a personne pour renforcer ce droit-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais, ouais, c'est ça. Il y a pas de police de protection des gazelles. C'est ça. on est bien d'accord. Et Mm. donc, on dit, oui, mais en société, oui. Donc, maintenant, on a une autre conversation, mais le droit en lui-même n'existe pas. C'est pas vrai. Donc, il y a tout un côté situationnel par rapport où la société, à ce moment-là, blablabla, blablabla, blablabla. Right. Donc, bien Mhm. sûr que c'est beaucoup plus dur pour les femmes. Mais il y a tout un speech qui se fait sur la violence. Alors, et maintenant, il te dit ça en regardant, par exemple, ils te disent, les hommes font ça. Non, c'est moins de 5% des hommes qui violent et qui font certains problèmes. La plupart des criminels, ça reste quand même un pourcentage très faible de la populace masculine. C'est vrai que 99% sont des hommes, Des mais hommes, ces c'est hommes-là ça. représentent moins de 5% de la population Masculine. masculine. Donc non, ce ne sont pas les hommes, ce sont des gens violents. Et simplement, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les Il y a statistiques. plus de gens violents parmi les hommes que parmi les femmes. Exactement. De gens violents Mm. physiques. Par contre, si on commence à Oui. arriver, qu'on dit la violence émotionnelle, on devrait Alors là, partir en prison, 80% tout d'un coup seraient des femmes. Parce que c'est comme ça qu'elles attaquent. Donc, on voit ça entre les femmes elles-mêmes. Tu vois ça en high school. Elles s'attaquent au niveau émotionnel, au niveau, tu sais, de la honte. Ils détruisent la réputation. Donc, c'est une oh, autre c'est forme de terrible. violence. Simplement, cette forme de violence-là n'est pas C'est plus vue de accepté. la même manière que la violence physique, même si elle peut amener à des choses horribles. Donc, elle commence à pousser en disant la violence émotionnelle. Oui, mais ça, c'est comme ça que les femmes se battent. Donc, si on arrive au moment donné où on parle de violence en général,
Il faut parler de la violence émotionnelle aussi, pas simplement la violence physique. Donc la conversation n'est jamais aussi simple. En attendant, tout ce qu'on fait, c'est mettre le doigt sur la violence physique, disant maintenant vous êtes cassé pour la vie entière. Ça n'est pas vrai. Dire qu'en vérité, on fait un desservice très grand pour les femmes en leur disant maintenant vous êtes une victime, vous êtes cassé, vous ne serez plus jamais la même. Oui, vous ne serez plus jamais la même, mais en même temps, vous avez appris que la vie n'est pas aussi simple et douce et gentille qu'on vous l'a dit avant, parce que peut-être qu'on vous a menti par rapport à ça. Peut-être qu'il y a certaines situations dans lesquelles vous ne pouvez pas vous mettre. Et ça, c'est pour les hommes aussi, en attendant. Ouais. Ah ouais. Pourquoi est-ce que j'avais 8 ans, pourquoi est-ce que je m'amusais avec un mec qui avait 19 ans, qui voulait passer beaucoup de temps avec moi? C'est quand même étrange. Oui, après on te dira que c'est normal, que tu voulais une figure de grand frère, j'en sais rien moi, tu vois. Mais j'avais pas un grand frère qui était là, je disais qu'est-ce qui se passe, j'avais pas un père qui était là donc j'avais pas une structure masculine qui était là pour justement me défendre. Donc, on continue à attaquer la structure masculine dans la société de l'Ouest. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Plus de violence, pas moins. C'est pas vrai. Donc le côté les hommes vous défendent. Parce que c'est 95% qui sont bons, 5% qui ne le sont pas. Il y a 5% des hommes qui sont extrêmement violents, dangereux, méchants, et il faut pouvoir se défendre contre ces gens-là. Et les seules personnes physiquement capables de faire ça, ça va être de l'autre côté. C'est ça qui m'a manqué à moi. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appris le jiu-jitsu pour devenir le grand frère que je n'avais pas. On a parlé de la violence et... on en avait parlé un peu à la Coaches Week, tu vois, par rapport au deuil, qu'il soit d'une relation amoureuse ou qu'il soit vraiment d'une mort. C'est assez impressionnant parce que c'est vraiment quelque chose que moi j'ai appris à faire assez jeune et pendant plusieurs fois, et tu vois. Et ici, je me rends compte que mon rapport au deuil est vraiment différent. Forcément, puisque une fois que tu as affronté la situation X fois, ben, tu vois, comme tu dis, à un moment donné, soit tu ressasses, tu restes dans ta tête, soit tu avances. Et je pense qu'une phrase que tu as dite qui est très importante, c'est on aimerait que la situation soit différente, sauf que la situation est telle quelle. Et donc, c'est cette idée-là, en fait. C'est, tu vois, par exemple, j'invente, mon cousin est mort, je me suis disputé avec lui et j'aurais aimé régler la situation avant qu'il soit mort. Ok, ça craint. It sucks, bad. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on y repense toute notre vie ou est-ce qu'on se dit, OK, la prochaine fois que je suis en dispute avec quelqu'un que j'aime, je vais m'arranger pour ne pas rester dans cette dispute, pour ne pas avoir le même regret la prochaine fois. Et c'est vraiment ce genre de focus maintenant que j'ai, de me dire, tu vois, par exemple, mon père est mort assez récemment et on avait une relation où en fait, il avait choisi de disparaître de notre vie parce que ça avait été compliqué. Anyway, tu sais ce que ça m'a appris? Ça m'a appris, ne fais pas comme lui parce que toi, tu veux finir ta vie avec ton fils toujours dans ta vie, pour autant que ça se passe 100%. Le mieux possible, tu vois. Et c'est une putain de leçon de vie, en fait. Et je pense que c'est ce que tu dis, c'est prendre cette leçon et dire comment est-ce que j'applique cette leçon la fois d'après. Et est-ce que c'est facile? Non. Mais j'ai l'impression qu'on vit mieux comme ça que dans le passé. Il faut arrêter avec cette notion de oui, mais ça s'est passé, on est bien d'accord, et vous ne pouvez pas le changer. Et donc, il y a, en vérité, l'arrogance, c'est de ce côté-là. Et c'est le côté, oui, mais on va avoir une société différente. Non, vous voulez simplement changer ce qui s'est passé. Parce que vous êtes... Donc, tu sais, on revient sur ce qu'on dit sur la résilience. La résilience, c'est quoi? Tomber 7 fois, se relever 8. Donc, les gens te disent, il faut moins tomber. Non, il faut se relever plus. Et les gens qui te disent il faut moins tomber sont des gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler le monde. Et ça, c'est le truc le plus, stupide, mais que j'ai jamais entendu. Contrôler quoi? Je vis au Brésil. Contrôler quoi? Alors, c'est ce que j'allais te dire. C'est que toi, tu vis au Brésil, mais Julien, tu sais, en Belgique et en France, tu vois, moi, mon fils, par exemple, dans le milieu de vie dans lequel il est, peut-être qu'il ne sera jamais confronté à la vraie violence. Peut-être. Ouais. Et ça, c'est un problème aussi parce qu'il y a ce truc de OK, mais moi, je dis ça parfois à ma femme, je dis ouais, mais si ça lui arrive à 24 ans et qu'il n'est pas prêt, il se passe quoi? En parlant de ça, j'ai vu comment l'Europe est en train d'évoluer. Crois-moi, la violence va arriver à un moment donné à un autre. Donc, il faudrait mieux qu'il soit prêt. Alors, moi, ça, j'en suis absolument convaincu. C'est bien ça qui me fait peur. Oui. C'est que cycliquement, tu peux regarder en arrière, il n'y a jamais eu 100 ans sans une guerre, à peu près, ou en tout cas pas beaucoup plus que 100 ans. Et là, on y arrive, aux 100 ans bientôt. Donc, à un moment donné... La France n'est capable de changer que dans la violence. Mais 68.
la C'est le guerre principe. d'Algérie, il a fallu prendre des généraux parce qu'ils voulaient attaquer De Gaulle. Dans les années 60. Ouais, ça fait pas si C'est-à-dire, longtemps. la France ne change, par exemple, que dans la violence. C'est-à-dire que on change jamais les choses avec les élections, jamais. On change les choses avec la violence dans la rue. Et donc, à un moment donné ou à un autre, ça va arriver en France parce que tu vas dis comment est-ce que l'Empire romain a conquis la Gaule? C'est parce ils pouvaient pas se mettre ensemble. Les Gaulois avaient conquis Rome 200, 150 ans avant ça et ils se sont fait conquérir. Pourquoi? Parce qu'ils pouvaient pas se mettre d'accord. Ça a toujours été les Français. Ça, c'est la Révolution. C'est les Français ne changent les choses que dans la violence, dans la rue. Et donc, à un moment donné, un autre, ça va arriver de nouveau. Simplement, on est en train de se mentir par rapport à la situation dans laquelle la société est. On est devenu très, très féminin. Il n'y a plus aucun équilibre entre le féminin et le masculin dans la société française, mais même dans l'Ouest, je pense. Et maintenant, malheureusement, un jour ou l'autre, vous allez bien voir que vous avez tort. Le côté juste féminin au Brésil, tu survivrais pas très longtemps, hein, parce que les mecs ici, ils te boufferaient vivant, quoi. N'importe quel pays du tiers-monde, ça vous apprendrait beaucoup. Donc, en attendant, jiu-jitsu, lutte, thai boxing, tout ça pour au moins comprendre ce que c'est que la violence. On n'a pas besoin d'aimer, on a juste besoin de savoir, de comprendre ce que c'est que la violence, parce que vous n'avez pas le choix. L'idée, c'est toujours de se relever 8 fois, pas de ne pas tomber 7 fois. Et donc, c'était ça en vérité, l'étude à UCLA, c'est exactement ça. Tu vois ça énormément au niveau autistique, où tout ce qu'on fait toute la journée, c'est essayer de rabaisser au niveau du système nerveux. Tu sais, down-regulating, toujours de les calmer, calmer, calmer. Oui, mais il y a un moment donné à un autre, ça va créer sa réaction en elle-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pourquoi est-ce qu'on les calme toujours? Parce que le professeur à l'école veut pas dealer avec le gamin. La mère, qui est généralement une mère seule, on peut plus, quoi, parce que c'est toute la journée, 24 heures, tu sais, 7 jours par semaine, et on peut plus. Donc, Ça doit être et en épuisant. parlant de ça, les gamins, t'entends, sont très agressifs et parfois même violents, physiquement. Donc, l'idée, c'est calmer, 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 calmer. Ok, mais donc ça veut dire que la grenade, elle est en train. Ouais. Et à un moment donné, Quand ça pète, ça pète. Et donc, nous, on arrive et on introduit en vérité une idée de violence au niveau du système nerveux, mais un niveau de violence contrôlé. Tu vois ce que je veux dire, qui te permet d'exploser, mais dans un système contrôlé. Et donc, dans un environnement sain. Ouais. Pourquoi? Parce que comme ça, socialement ou dans ces cas-là, quand un stress arrive, il sait comment réagir. Au moins, un peu mieux, un peu mieux, un peu mieux. Donc, l'idée n'est pas d'affaiblir, n'est pas de rabaisser. L'idée, en vérité, c'est de se renforcer pour savoir. Il faut dealer avec la violence toujours. Il ne faut jamais essayer de l'éviter. Il faut essayer d'être meilleur par rapport à ça, plus fort, de pouvoir contrôler cette violence-là. Je peux dire un truc, une ceinture noire de jiu-jitsu pour la violer, ça va être très dur. Ouais, bon courage, effectivement. Et même si elle gagne pas, c'est pas grave. Tu n'arriveras jamais suffisamment près, à moins de lui taper dessus Mais même si elle est bonne, ça va être beaucoup, 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 beaucoup plus dur. Ouais. Et de toute façon, comme elle connaît la violence, elle va regarder autour. Si le mec arrive tout de suite, elle va comprendre ce qui se passe. Et donc, on peut continuer l'argument en disant, elle ne devrait pas avoir à faire ça. Dans quelle société? Ouais, c'est ça. À quel prix, en parlant de ça? Tu peux dire que ça ne devrait pas, mais bon. À quel prix? Vous êtes prêt à emprisonner tous les hommes parce que 5% sont violents et dangereux? Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas contrôler la vie. Donc, il faut apprendre à se renforcer. Donc, c'était ça l'idée de l'entraînement, c'était d'introduire un stress par rapport à ces gamins-là, au lieu d'essayer en permanence d'affaiblir leur réaction. J'ai vu un très bon TEDx d'une dame autiste là-dessus, qui est quand même qui expliquait que, je crois que c'est flap en anglais, qui est le mot, où elle dit que ça lui fait énormément de bien. Et en fait, c'est justement un truc comme ça où ils expriment, je pense, physiquement un peu ce besoin finalement du système nerveux sympathique. C'est ça l'idée? C'est exactement ça. Ouais. Je pense que c'est la même chose quand ils se mordent et tout ça en vérité, c'est parce que c'est pour pouvoir remonter. Il y a tout un truc par rapport aux attaques de panique où on voit qu'avant une attaque de panique, en vérité, il y a une descente. C'est pas une montée non-stop. En vérité, tu as une montée, une descente, et après la descente, l'attaque de panique arrive. Donc, je pense qu'en vérité, se mordre, c'est la même chose. Ils détestent descendre, et donc ils se mordent pour pouvoir remonter, quoi. Donc, cette nécessité de laisser le système nerveux sympathique s'exprimer. Par contre, surtout pas, typiquement de sucre, d'alcool, etc. Ça, c'est dramatique. C'est exactement ce qu'on voit.
C'est Ouais. exactement ce qu'on voit. Ouais. Et donc, Ok. comment est-ce qu'on mesure tout ça? Donc, c'était ça en vérité qu'on a fait à Los Angeles. C'est-à-dire qu'on a mis une caméra, on veut mesurer le ratio entre parasympathique et sympathique. Et donc, ce sont, tu sais, la dilatation de la pupille, les muscles ici, euh, Mhm. donc décoloration de la peau écharpée. Et en même temps, on essaie de lier ça par rapport au, tu À sais, les l'activité ondes mentales. cérébrale. Ouais. Ouais. Et donc, Ok. on a mesuré le Q-1, même avec le EEG et tous ces trucs-là. On a mesuré le cyclic on squat et tout ça. Et donc, on va mesurer tous les mouvements de CrossFit, de StrongFit, genre, tu sais, row pull et tous Row ces trucs-là. pull, sled De push. manière à Ouais. pouvoir faire la prochaine étude, on sait exactement quels sont les mouvements. Et donc, la machine, donc machine learning sera prêt à analyser tout ça et on va comparer ça par rapport au ratio parasympathique, sympathique. Et quand est-ce que démarre cette étude avec Ça sera donc plusieurs fin enfants? octobre. On attend. Fin Donc, octobre. il faut que j'explique pourquoi. Donc, ok, donc je vais dire ça et après je vais revenir. Tu vas Rappelle-moi de encore te dire enchaîner la sur. Coaches Week et Ouais, ouais, l'étude. non, mais il faut que je te dise sur internal talk et external talk parce que c'est intéressant. Ok, vas-y, envoie. Et donc, ce qu'on va faire, donc fin octobre, on attend Cathy Lourdes, qui est la responsable pour l'autisme à UCLA. Une fois qu'elle a fini, on peut commencer notre truc. Donc, on va avoir une étude en septembre qui est 5 et 10. Donc, 5 gamins autistiques, 10 personnes PTSD. Mais ça, c'est Ok. le proof of concept. Et donc, de là, en vérité, la grande étude sera fin octobre, début novembre, avec 3 semaines, le grand truc. Et ça va coïncider avec l'ouverture de la gym à UCLA. Donc, pour tous ces trucs-là. Et on va faire une conférence à UCLA au niveau psychiatrique pour annoncer la Hmm. thérapie et tout ça. Ah, ça c'est cool. Et je serai Ça un c'est key cool. speaker à la conférence. Ça c'est très très cool. Ouais. Donc, ça sera autisme et psychiatrie, conférence à UCLA pour annoncer au monde qu'on est prêt. Ouais, Nice. ouais, ça sera Nice. Ça cool. c'est pour ceux qui, enfin voilà, moi ça fait 7 ans que je te connais, je sais que ça c'est un Mhm. peu quand même le travail d'une vie parce que ça fait quand même quelques années que tu es dessus. Le système nerveux, le gros travail a commencé en 2018, donc ça fait 6 ans. Ouais, Donc, et je sais à quel point tu travailles dessus, donc mhm. Que c'est ça, quoi. Ouais. assez costaud. Ce sera une belle récompense d'avoir cette présentation et aussi, je pense, d'avoir du feedback du coup d'autres experts qui vont probablement pouvoir aussi parce que il y a quand même ce truc avec le milieu académicien où tu vois quand même que académique, je sais pas trop quel serait le bon adjectif, mais où vraiment c'est difficile d'y entrer quand t'es pas dans les codes, quoi. Et là, une fois que tu vas y être, c'est bon, t'es entré. Tu vois Ils ce que vont je veux donner un dire? titre à UCLA. Ouais. Mais avec ça, tu vas pouvoir plus facilement accéder à d'autres personnes, je pense. C'est la seule manière pour que je puisse accéder aux autres universités, trucs comme ça. Mais donc, Cool. pour te dire, on va aller avec l'étude. Donc, il me demandait les muscles, tu sais, internal torque, external torque, mais par rapport au visage et tout ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer au niveau, tu sais, avec les muscles de, tu sais, de la planche anatomique. Tu Ouais. sais, le jaune et rouge qu'on a, internal torque, Ouais. external torque. Même au niveau du visage, on va mesurer au niveau de la contractibilité excentrique, tous ces trucs-là, quoi. Donc, en vérité, on va mesurer tout le truc que j'ai fait et on va lier ça par rapport au EEG de manière Oh, ok. à voir si le truc internal torque est lié par rapport au parasympathique, par rapport au Donc, tous les trucs dont je parle depuis le départ, Tu vas pouvoir on va mesurer. l'évaluer de manière Ouais, je vais objectivable. pouvoir le prouver. Ouais. Ah, ok. Et Ça, donc, on c'est va cool. créer une map, internal torque, external torque, basée sur tout ce qui est myotomes, muscles et réseaux cérébraux. Ok, donc ça veut dire que tu vas probablement prouver la théorie. Je pense que ça, c'est assez On évident. va voir si j'ai raison ou pas. Mais il y a peut-être des muscles où tu vas devoir revoir un peu la copie et tout. Ça va être Parce intéressant. qu'en réalité, je ne travaille que sur les grands muscles. Donc, on va voir s'il y a des nouveaux. Il y a forcément des nouveaux en dessous, des niveaux en dessous de ça et tout ça. On va Ouais. commencer même avec, tu sais, avec le cœur, tous ces trucs-là. Il y a des trucs qui sont, je peux pas les mesurer. En parlant de ça, on va voir si on crée un changement au niveau génétique permanent ou pas avec l'entraînement avec Burn the Questions. Parce que l'idée, c'est que Burn the Questions va créer des changements au niveau des réseaux cérébraux, mais même au Mhm. niveau génétique, de manière à avoir un certain coding génétique qui resterait au niveau épigénétique en permanence, quoi. Qui serait Ok. des changements permanents. Et ça, tu peux le mesurer Ouais, parce que ils tu fais peuvent maintenant. un avant-après, puis tu réévalues à Ouais, long terme, en fait. C'est ça? épigénétique, ouais.
Parce que si les changements, on sait qu'au niveau épigénétique, les changements restent 3 semaines, ils deviennent permanents. Donc, ça veut dire que tu devrais faire quoi? Un beurre de question par semaine? Plusieurs? On va faire en réalité des entraînements à la Strong Fit pour des gens qui n'en ont jamais fait. 3-4 fois par semaine pendant 3 semaines. Et on voit des gens qui n'en ont jamais fait. Ouais, au niveau épigénétique, on verra bien les différences. Et même si on peut créer un changement au niveau génétique, au niveau du cerveau, permanent. Ok, alors ça c'est ce qu'on appelle N of one, hein, donc c'est que mon cas personnel. Ce qui est certain, c'est que moi en tout cas, avoir fait des cycles entiers d'entraînement Strong Fit 3, 4, 5 fois par semaine, ça a changé ma vie. C'est une certitude, une capacité en fait à faire face à cet effort physique, à cette violence physique. Je parle pas de quelqu'un qui vient me mettre un poing dans la gueule, hein, mais je parle de, tu vois, l'autre fois par exemple, j'ai dû faire un bain glacé, j'avais jamais fait de bain glacé. Et en fait, j'ai vraiment pris ce truc en mode, OK, burn the questions, ça va faire mal, c'est pas grave. Ça peut pas être pire que les autres trucs, donc c'est ça en fait, tu vois. J'y suis allé, je me suis dit, OK, ça va craindre, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est ce que j'ai dit au gars. J'ai dit, je l'ai fait comme un workout en fait, tu vois. Je suis allé, j'ai fait. Ça, je connais ça, ouais. C'est ça, tu vois. J'ai dit, OK, ça va, je peux encaisser. C'était prêt. Et ça, par contre, il y a 10 ans, c'était impensable, impensable. Mais il y a vraiment ce truc-là, tu vois. C'est ça, je pense aussi, pourquoi j'ai une réaction, tu sais, tellement comme ça par rapport à la vidéo, c'est parce que la violence, je connais. Ouais. De toute façon, ce que tu as montré, ça peut pas être pire que ce que j'ai fait avec le harness. Pardon, mais au niveau de mon identité personnelle, au niveau douleur et tout ça, rien n'a jamais été aussi pire que le harness, pour moi. Parce que je me suis mis dans des états mentaux et physiques qui étaient vraiment à la limite de ce que je pouvais faire, quoi. Et mentalement, c'est vrai que 2 ou 3 fois, ça m'a presque cassé. J'ai dit non. Et donc, mais c'est comme ça que tu crées une certaine chose. Et donc, la plupart des choses dans la vie, maintenant, je me dis, ça peut pas être pire que ça. Allez hop, on y va. Et donc, tu vas de l'avant toujours, quoi. Parce que le progrès, c'est vers l'avant. Ah, ça. Tu vois, c'est marrant parce qu'on parle de violence, etc. Et tu vois, autant avec le deuil et tout, moi j'ai fait tout, enfin voilà, je move on. Et il y a un truc qui me reste, 38 ans, la violence sur les autres, ça m'est insupportable. Insupportable. Rien que de t'en parler, j'ai mal au ventre. C'est terrible. Et ça, je sais pas d'où ça vient, c'est depuis mon enfance, je m'en souviens très bien. Je n'arrive pas à dealer avec la violence sur les autres. Je sais pas comment je vais faire. Parce que tu vois, quand c'est moi, j'encaisse. C'est moi. Kickboxing. Parce qu'en vérité, tu vas voir que taper sur les autres, c'est pas si grave que ça du moment qu'ils sont d'accord. Ouais, du moment qu'ils sont d'accord. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et donc, oui, mais de là, tu deviens Batman. Ouais. Ok. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Dis, ça existait ça avant, hein. La nobilité était créée sur cette idée-là. Ouais, le chevalier, quoi. C'était l'idée en général, c'est que, ok, donc on a besoin d'un certain ordre socialement. Défendre la veuve et l'orphelin. Oui, on va créer des gens qui ne seront basés que là-dessus. Et donc, il y a tout un côté génétique en plus d'éducation, machin truc, mais c'est vraiment, tu sais, sur 500 ans, on crée une nobilité de manière à, bien sûr, il y a des erreurs qui sont, mais l'idée générale, c'était ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont créés avec des valeurs qu'on ne peut pas changer. C'est assez fascinant parce que je ne l'avais jamais pris sous cet angle, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on apprend la violence dès le départ. Parce qu'un jour ou l'autre, il va falloir l'utiliser. Et soit on l'utilise, soit on se fait utiliser. Mais c'est l'un ou l'autre, quoi, avec la violence. Ouais. Et commencer par la défense. Mais donc, la violence contrôlée. Toujours pareil, contrôlée. Voilà, c'est ça. L'idée que... Oui, mais moi, je ne suis pas un méchant. Non, tu es faible. C'est pas pareil. Si tu n'es pas capable de méchanceté, tu n'es pas une bonne personne, tu es faible. C'est pas la même chose. Mais alors, je pense pas, si je peux me permettre, ta phrase, je dirais si tu n'es pas capable de violence, pas de méchanceté. De violence. C'est pas pareil. Oui, c'est ça, ce que tu voulais dire, je pense. Parce que en fait, c'est différent de pouvoir être violent versus être méchant. Quelqu'un attaque ma femme, je vais l'éclater dans ce sens-là, quoi. Oui, c'est ça. C'est être capable de violence, finalement, à bon escient. Justement, là où la méchanceté, c'est pour nuire. C'est pas pareil. Contrôler. Donc, si tu n'es pas capable de violence, tu n'es pas une bonne personne, tu es faible. C'est tout.
Je me permets de faire un petit plug là-dessus. Moi, j'y gagne rien, mais sur le podcast de biomécanique de Jérôme, il y a eu quelques comme ça. Il a interviewé quelques personnes qui ont fait partie, tu sais, d'unités spéciales et qui ont été dans des situations, notamment un mec qui, moi, m'a marqué à vie parce qu'il parle qu'en fait, il a été infiltré à l'époque de Escobar, etc. Ouh, Et il dit, j'ai vu des trucs j'imagine. inhumains, enfin, au-delà d'inhumains. Et en fait, justement, donc, il raconte cette confrontation à l'ultra-violence et justement la différence entre la violence et la méchanceté. Oui, Et c'est très intéressant, en fait, de voir ces gens qui sont d'une cruauté, il dit des gens ouais, qui n'ont plus d'âme. ouais. Et lui qui est capable d'utiliser la violence utilement, quoi, hein, si je Ouais. peux me permettre ce Contrôler. genre de Non, phrase, tu non, vois. non, 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 non. La violence est très utile et très nécessaire. Ça dépend des situations, c'est tout. Mm. Ouais, ouais, c'était, Et ça, les gens c'était, refusent de c'était assez l'entendre parce passionnant. qu'ils en ont plus besoin, c'est tout. Mais ça veut dire que la violence n'existe pas. Vous n'en avez pas besoin en Europe, c'est tout. Pour l'instant, mais C'est vrai, un jour ou l'autre, cette c'est barbarians are vrai. at the gate. Les barbares sont toujours, à un Sont à moment la donné, à un porte, autre. ouais. Mm. Toujours. Vous ne changerez rien. Vous pouvez tous. En vérité, c'est du snobisme. Les Français sont toujours très forts à ça. Ils sont arrogants comme pas possible. Et on a toujours eu un truc de snob en France. Donc avant, c'était la noblesse. Après, c'était les gens avec de l'argent, quoi que ce soit. Maintenant, les gens, ce sont des snobs par rapport à l'idéalisme. Pas autre chose, quoi. C'est-à-dire que, oui, moi, je pense que. Et donc, en vérité, c'était les gens avant qui disaient, oui, mais moi, j'ai une voiture. Moi, j'ai ceci. Moi, mon nom, c'est De Guermarker. Moi, ta, 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 ta. Le snobisme est passé de quelque chose qui était, d'une certaine manière, maintenant, plutôt du côté sur une manière de penser. Mais ça a toujours existé en France, hein, par exemple. Il y a toujours eu les snobs qui étaient à un moment donné, c'était des anarchistes. C'était simplement une manière de se démarquer des pauvres. Mm. C'était pas autre chose. Mm. Vous êtes là-bas et nous, on est ici supérieur, l'élite. En vérité, maintenant, les snobs en France ont cette manière de penser qui est très à gauche, le côté on va aider tout le monde. Non, c'est des conneries comme d'habitude. C'est du snobisme, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que dès que ça leur arrive à eux, tu les vois changer très vite. Très, très vite. Et donc, c'est ça qui va se passer en vérité, comme d'habitude. En vérité, on en est exactement où on en était avant, c'est pas autre chose. Et la seule différence, c'est qu'avant, on avait des héros sur lesquels on pouvait Compter, compter plus que maintenant. se Maintenant qu'on a reposer. tué tous les héros, ça va être beaucoup plus dur. Mais avant, les héros, c'était au moins on avait un idéal par rapport à ça, le chevalier, quoi. Ouais, Maintenant, ça ouais. c'est fini. Donc, les héros, je sais pas d'où ils vont venir, mais par exemple aux États-Unis, le côté héros, c'est quoi? C'est Elon Musk, qui évidemment n'est pas parfait, mais au moins il a acheté Twitter parce qu'il pensait qu'il y avait un problème. Ouais, il a pris sa cape de chevalier à ce moment-là. Ouais, je vois ce Donc, que tu veux est-ce dire. qu'il a réussi ou pas, c'est un autre problème. Mais on voit bien qu'au moins c'est un individu qui a essayé de combattre le système. Et c'est ça un héros en vérité. Tu vois ce que je veux dire? Le côté, l'apathie, même Rousseau a en parlé et tout ça, l'apathie, le plus grand problème que tu vois en France, ça a toujours été le truc. C'est pour ça. Mais le problème, c'est qu'un jour ou l'autre, ça va arriver dans la violence, dans la rue, et ça va tuer énormément de gens. Donc, quel est, quel est le plus grand lâche de tous? C'est celui qui ne fait rien jusqu'à ce moment-là, quoi. Tu vois Ok, ce que je veux dire? Donc, ok. et tu vois ça au niveau médical énormément. Dans le sens que Ozempic, dont on parlait, dans le Mhm. sens drogue, dans le sens pilule, dès que les gens ont mal au dos, maintenant, il y a une pilule. Je dis oui, mais non, il y a un travail à faire derrière. C'est tout. Il n'y a pas besoin de la pilule, il n'y a pas besoin de la chirurgie. Dans Mm. énormément de cas, c'est simplement du travail à faire. Ça, Mais c'est il y a sûr. quelqu'un qui te propose une pilule. Donc, si on va sur Star Wars et tout ça, la guerre des étoiles, c'est qui l'Empire dans ce cas-là et qui est Luke Skywalker et Obi-Wan Kenobi? I mean, Luke Skywalker is a little bitch, but on va dire Obi-Wan. Qui est Obi-Wan Oh, attends, au départ, faut pas... Bref. Ah, fair enough. Obi-Wan ou l'Empire, l'industrie médicale et lequel des deux vous pensez? Donc le héros dans l'histoire, c'est qui? C'est nous, les entraîneurs qui faisons le travail de toutes les semaines et tout ça. Mais qui est-ce qui encaisse en permanence? C'est l'industrie médicale qui est en vérité en train de prendre tout le monde. Et donc, ils ont continué à dire, à l'époque, ils disaient, ouais, c'est pas grave d'être obèse, c'est pas grave de tout ça. Et maintenant, ils donnent une pilule par rapport à ça. Pour un problème qu'ils ont créé eux-mêmes, quoi. En disant, vous mangez pas bien, on va vous donner une statin medication, ceci, cela. On va vous permettre
de ne pas bien manger. Et maintenant que c'est dans des niveaux qui sont impossibles, ils vont te donner une pilule pour ne plus avoir faim. Pour couper la faim, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas, on va se relever 8 fois, c'est on va tomber moins. Et ça ne marche jamais. À chaque fois qu'on a essayé statine, tu sais, tous ces trucs-là, ça empire les choses. Tu te rappelles de l'héroïne, c'était pour combattre la cocaïne. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est pas addictif. Tu te rappelles? Eh oui. Non, je me rappelle pas. Je savais pas que c'était comme ça. Sérieusement? Ouais. Okay. Parce que techniquement, l'héroïne n'est pas addictive. Techniquement, physiquement. Ouais. Non, c'est vrai. Physiquement, ça ne l'est pas. Mentalement, quoi, ça veut dire que physiquement, si tu as un withdrawal, tu peux un sevrage, c'est pas physiquement aussi dur. C'est comme la cocaïne, tu peux pas t'arrêter comme ça, c'est dangereux. C'est pareil que sur certaines drogues, tu peux pas t'arrêter. Donc le sévrage n'est pas le même. Donc sur l'héroïne, il n'y avait pas de sévrage. Ah, j'étais convaincu que l'héroïne était encore plus addictive, tu vois. C'est marrant. Ouais, mentalement, mais pas physiquement. Mais Oxycontin, c'était quoi? Oxycontin, c'était, regardez, les gens qui prennent de l'héroïne, l'Oxycontin, c'est pas addictif. Ils l'ont dit à l'époque. Ouais, et pareil. L'Oxycontin n'était pas addictif non plus. Faut pas déconner quand même. Donc, l'oxy, à chaque fois qu'ils vont de ce côté-là, chaque fois qu'on va de ce côté-là, on se retrouve dans un endroit bien pire, quoi. C'est toujours pareil. On ne peut pas contrôler de tomber. On ne peut que contrôler de se relever. Pas autre chose, quoi. Ouais, Oxycontin, ouais. Okay. Ouais, c'était pas addictif. Okay. C'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Donc la leçon, c'est l'action, comme toujours. Donc, burn the questions. Ouais. Et jiu-jitsu au kickboxing, quoi. Ouais. Apprenez. Oui, parce que pour moi, le plus grand choc que j'ai eu 2 grands chocs dans ma vie, vraiment. C'est quand je suis parti en Afrique. Parce que ça, la vie en Afrique, à 14 ans, tu vois ce que je veux dire? T'avais 14 ans, ok. Ouais. T'es resté combien d'années? 1 an. Voilà, j'ai fait ma 4e. Ok. C'est ma 4e? Non, ma 3e? 4e? 3e? J'avais quoi? 14 ans, 4e. Ouais. En Afrique, un truc comme ça, bref. J'ai fait 1 an là-bas, au lycée à Katiola. Le premier élève blanc du lycée de Katiola. Ouais, parce qu'il y avait 2, tu sais, il y avait 2 lycées et non, ça se dit comment avant le lycée. Bref. Et tu savais déjà te battre un peu parce que... non, mais à 14 ans, je faisais déjà 1m75, c'est ça qui m'a sauvé, quoi. Ah, ok. Ok, on t'a pas trop m'a sauvé. D'accord. J'ai arrêté de grandir à 16 ans, mais ce qui m'a sauvé, en vérité, c'est ça, parce que il y avait 2 lycées, il y avait un où les profs, les fils et filles de profs allaient, et l'autre qui était vraiment le lycée local. C'est du village, quoi. Mon oncle enseignait dans le lycée local, donc il a dit non, tu viens avec moi, tu veux pas avec les autres, tu viens avec moi. Et donc j'étais le seul élève blanc. En parlant de ça, j'ai 14 ans, ils ont tous 21. Avec la barbe, les gosses et tout ça. Ouais. Et donc j'ai grandi très très vite. Ouais, donc j'ai eu 2 chocs dans ma vie. Ça a été l'Afrique à 14 ans, surtout le lycée en Afrique à 14 ans. Et le jiu-jitsu, ma première leçon de jiu-jitsu a été un des plus grands chocs de ma vie parce que le mec était au-dessus de moi en train de m'étrangler et j'ai rien pu faire. Et donc je suis parti en attaque de panique, j'ai changé de couleur. Le mec il a lâché tout de suite, tu vois ce que je veux dire? Je suis parti mentalement, j'ai pas compris ce qui s'est passé, quoi. D'où l'importance, je pense, tu me dis, mais d'avoir vraiment un très bon prof en jiu-jitsu. Oui, on est bien. Si t'as un mec un peu bourrin, ou ça peut vite être difficile, quoi. Et il peut te faire très 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 mal. Ouais. Très mal. Okay. Et donc c'est tellement important. On en revient sur tu sais, le chevalier contre c'est toujours pareil. Un bon prof de jiu-jitsu est un chevalier, quoi. Et quelqu'un qui va pouvoir te montrer la violence contrôlée d'une manière positive. Si le mec est un mauvais prof, tu ne vas avoir que le côté négatif et tu vas en ressortir marqué pour la vie, mais de l'autre côté, quoi. Dans le mauvais sens. Okay. Ouais, donc c'est très, 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 très important d'avoir un bon prof. Mais un bon prof de jiu-jitsu va te montrer l'univers dans lequel on vit correctement. Et pardon, mais les réseaux sociaux font exactement l'opposé, quoi. Parce qu'on en revient sur ce dont on parlait par rapport à l'entraînement. Tout est divertissement, pas autre chose, quoi. Même le féminisme actuel, c'est du divertissement. Tout ce qui est tout leur isme, c'est tout leur truc politique, c'est du divertissement. Tu vois ça, les élections en France, ils vont dans la rue, ils savent même pas pourquoi. Maintenant, ils mettent un communiste comme premier ministre qui a
sur la plupart des choses les mêmes vues que Le Pen, quoi. C'est-à-dire que tu sais, il est anti-Europe, anti plein de trucs. Simplement, il dit certains mots par rapport à l'immigration, mais c'est un nationaliste, le mec. Donc, en plus, il a aucun pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc. Tu te dis, mais vous réalisez que c'est simplement les médias qui vous vendent quelque chose, quoi. C'est du divertissement, c'est pas autre chose. C'est un film qui vous donne la réalité actuelle n'est pas du tout comme ça, quoi. C'est barjot à voir de l'extérieur, comme d'habitude. J'ai l'impression que, alors moi, je n'en touche pas une en politique, donc je vais certainement pas parler. En tout cas, en Belgique, il y a un truc qui est très clair, c'est que on a vu passer des gouvernements de toutes les couleurs, Ouais. des coalitions ceci, de la droite cela, de la gauche machin. Moi, en 38 ans, j'ai pas vu de différence, quoi. Ouais. Tu vois. Alors, donc le côté coalition, qui n'est pas un truc français du tout. Les Français n'ont jamais eu un gouvernement basé sur une coalition. Ok, parce qu'en Belgique, On c'est ne tout le fait temps pas comme ça. coalition en France, jamais. Et maintenant, c'est Ok. exactement ça qu'ils vont avoir. Donc, qu'est-ce que tu crois qui va se passer? Rien. Rien, Ça va ça va être être le statu quo. bloqué pendant 2 ans jusqu'aux prochaines élections présidentielles et on va recommencer les mêmes conneries en disant Le Pen, far-right, racisme et donc on va avoir les trucs dans les rues, donc violence et tout ça, jusqu'à qu'un jour ou l'autre ça pète. Donc il va rien se passer jusqu'à la prochaine révolution, à la française quoi, comme d'habitude. En Bon, ce attendant, sera le... les médias te vendent un certain divertissement et tout le monde s'amuse quoi. Et donc Oui, ça, on c'est une va certitude. jusqu'à la À prochaine mon avis, violence. Oui, le taux de clic doit bien exploser à ce moment-là, ouais. jusqu'à la prochaine violence. Et maintenant, le problème avec la violence, c'est qui va gagner, ce sont ceux qui sont prêts. Ok, mot de la fin. Ouais. Merci Julien. Le prochain, on doit parler de programmation parce qu'on m'a posé beaucoup de questions là-dessus, donc on se remet un rendez-vous rapidement. On parlera programming, donc comment organiser une programmation, strong fit, mais surtout travail de force. Ok, parfait. Comme ça, on va revenir sur l'idée d'Elden Ring, tu sais, de défense d'abord et pas le divertissement. Donc ça, je crois que c'est très important ça. Ok, donc ce sera la suite. Parfait. Ouais. Merci à tous. À très vite. Ciao. À plus.